Voici l'essentiel sur la maîtrise du conditionnel présent pour parler un français naturel et poli. Franchement, loin d'être une simple complication grammaticale, ce temps-là, c'est l'outil indispensable pour transformer un discours un peu sec en une communication super douce et nuancée. Premièrement, parlons de la mécanique. Et vous allez voir, c'est du pur recyclage grammatical. En fait, vous prenez le radical d'un verbe au futur, vous y collez les terminaisons de l'imparfait, vous savez, moi, être, ion, yé et et boum, vous obtenez la politesse incarnée. Faut juste bien mémoriser les irréguliers clés, genre vouloir pour dire je voudrais ou pouvoir pour je pourrais. Deuxièmement, une fois que vous l'avez en tête, c'est le vrai couteau suisse de la conversation. Ça sert à faire une demande au resto avec un «je voudrais» au lieu d'un «je veux» un peu trop direct, à donner un conseil sympa avec «tu devrais» ou même à exprimer un rêve. Au fond, pourquoi risquer de sonner comme un dictateur exigeant quand ce simple petit temps de verbe vous transforme direct en parfait diplomate? Finalement, faites super attention au piège mortel du si. Retenez bien cette fameuse règle d'or. Les si n'aiment pas les raies. Si vous commencez une phrase par si, vous devez toujours utiliser l'imparfait, du genre si j'avais le temps, et absolument jamais si j'aurais. Mettre un conditionnel en raie juste après un si, c'est littéralement comme mélanger de l'huile et de l'eau. Ça refuse catégoriquement de cohabiter dans la même proposition. Au final, adopter le conditionnel n'est pas qu'une question de règles, c'est vraiment la clé absolue pour débloquer de meilleures relations humaines en français. Imaginons la scène. On est à Paris, Ah, le grand classique. voilà. On s'assoit à la terrasse d'un petit café, le soleil brille, tout est parfait. Le serveur s'approche, calepin en main. Et là, avec la meilleure intention du monde, on lance un très clair «Je veux un café». Aïe, le fameux «je veux». Exactement. Le serveur se fige, juste une fraction de seconde. Ses yeux se lèvent très légèrement au ciel. Il lâche un petit soupir, tourne les talons et s'en va. Et le malaise s'installe. C'est ça. Et on reste là, assis, avec cette pensée qui traverse l'esprit de millions de touristes. On se dit, ah, la légende est vraie, les serveurs parisiens sont vraiment insupportables. C'est un stéréotype tellement puissant, hein. Mais, et si, en réalité, ce serveur n'était pas du tout mal poli? Ouais, c'est la vraie question. Et si toute cette friction sociale, ce malaise palpable, ne tenait qu'à une seule chose? L'oubli d'un petit temps verbal et d'une minuscule lettre muette à la fin d'un mot. C'est un point de départ fantastique. Parce que bien souvent, ce qu'on perçoit comme un choc culturel ou une froideur, en fait, c'est qu'un simple décalage linguistique. Totalement. On pense avoir communiqué une information factuelle, genre «j'ai soif, donne-moi un café», alors qu'en réalité, on vient de violer un code social super subtil. Et c'est exactement ce qui rend notre source d'aujourd'hui si captivante. Pour cette nouvelle plongée au cœur de la langue, on a sous les yeux des extraits d'une leçon qui s'intitule «Conditionnel présent, parler poliment et naturellement en français». Tout un programme. C'est clair. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de retourner sur les bancs de l'école. On va pas réciter des tableaux de conjugaison ennuyeux, promis. Heureusement, sinon on va endormir tout le monde. Grave. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment un outil grammatical, qui est d'ailleurs classé officiellement au niveau B1, agit en fait comme un véritable passe-partout social. C'est la clé de voûte des interactions, en fait. Bon, décortiquons ça. Parce qu'en lisant ce document, on se rend vite compte que la grammaire, c'est pas juste de la mathématique pure, c'est de l'ingénierie relationnelle. C'est une très belle façon de le dire. Et c'est le cœur même de cette leçon. Ouais. Pour quiconque a déjà transpiré pour maîtriser le présent, le passé composé et le futur simple, parce que c'est déjà du boulot, hein, il y a une question légitime qui se pose. Laquelle? Pourquoi s'infliger une difficulté supplémentaire? Bah oui, c'est vrai. Si le but d'une langue, c'est juste de transmettre un message, en théorie, le présent suffit amplement. Dire « je veux ça » ou « fais ceci », c'est clair, c'est hyper efficace. C'est l'efficacité brute. Exactement. Mais la source est catégorique sur ce point. Cette prétendue complexité grammaticale, c'est en fait un bouclier indispensable. Sans le conditionnel, le français parlé sonne brutal. Brutal, carrément. Ouais, il a l'air exigeant. Il manque cruellement de cette fameuse sophistication dont la communication quotidienne a besoin pour fonctionner sans accroc, quoi. Mais justement, je veux me faire l'avocat du diable une seconde, tu veux bien? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est pas terriblement inefficace tout ça? Pourquoi est-ce qu'on s'oblige à adoucir, à contourner les choses? Reprenons l'exemple du restaurant, ou même d'une boutique. D'accord. Je suis le client, je paye pour un service, l'employé est là pour me le fournir. C'est transactionnel.
Pourquoi utiliser le présent agirait comme le texte dit un outil contondant? C'est vrai que la métaphore est forte. Pourquoi le texte nous dit que dire je veux, ça donne l'impression d'être un enfant capricieux qui pointe du doigt? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la psychologie qui se cache derrière les mots. Le présent de l'indicatif, ça exprime un fait absolu. Une certitude. Voilà. Quand on dit « je veux », on impose sa volonté à l'autre de manière complètement frontale. On crée ce qu'on appelle en sociolinguistique une menace pour la face de l'interlocuteur. Oh, une menace pour la face. C'est super intéressant comme concept. C'est ça. On lui laisse aucune marge de manœuvre. En gros, on le coince. Et le conditionnel, du coup? Le conditionnel, lui, il agit comme un amortisseur. Il crée une distance, une sorte d'espace de respiration entre le désir qu'on a et l'obligation d'y répondre pour l'autre. C'est un peu c'est comme enfiler un gant de velours avant d'attraper quelque chose d'épineux, non? On montre qu'on a conscience de la présence de l'autre. Exactement. C'est une super image. L'utilisation de ce temps, ça montre qu'on respecte l'autonomie de la personne en face de soi. On ne la traite pas comme un robot. Voilà. On s'impose pas, on suggère, on n'exige pas, on exprime une préférence. Et dans les cultures francophones, cette marque de considération, elle est primordiale. C'est le lubrifiant qui empêche les rouages de la société de grincer. D'accord. L'argument social est complètement indéniable. On a compris l'intérêt. Mais si ce fameux conditionnel est l'amortisseur absolu, la clé pour froisser personne. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Oui, mais comment est-ce qu'on le fabrique sans avoir à réapprendre une langue entière? Parce que c'est souvent la panique pour les apprenants. Ah, ça, la grammaire, ça fait peur. Et c'est là que j'ai trouvé l'explication de la source particulièrement élégante. Franchement, je m'attendais à une liste interminable de terminaisons barbares à apprendre par cœur. Le classique traumatisme scolaire. Exactement. Mais en fait, l'ingénierie derrière ce temps, c'est du pur génie de recyclage. C'est une construction d'une logique implacable, t'as raison. La leçon démontre que, pour la vaste majorité des verbes, en fait, on n'invente rien de nouveau. Rien du tout. Non, on prend des éléments qui existent déjà dans la langue, et on les assemble comme des Legos. La formule magique est hyper simple. On prend le radical du futur simple, D'accord, le futur. et on y colle les terminaisons de l'imparfait. Ce que je trouve juste incroyable d'un point de vue conceptuel. Réfléchis-y. On prend le futur, donc le temps des possibilités infinies de ce qui n'existe pas encore. Ouais. Et on lui attache l'imparfait. Le temps de la nostalgie, du décor, de ce qui est suspendu dans le passé. C'est vrai, deux extrêmes. Et en fusionnant ces deux concepts temporels totalement opposés, on crée quoi? On crée la politesse du présent. Je trouve ça presque poétique. C'est une très belle façon de le voir. Et mécaniquement parlant, c'est un soulagement immense pour l'apprenant. Complètement. La source explique que pour les verbes réguliers, ceux en ER ou en IR, ce fameux radical du futur, c'est tout bêtement l'infinitif du verbe. On change absolument rien. On prend le mot brut. Voilà, on prend parler, on le garde intact et on ajoute le son de l'imparfait, ce qui donne les fameuses terminaisons que tout le monde connaît, s, ion, yé, est. Donc je parlerai, il parlerait. C'est hyper fluide. C'est super fluide. Mais attends, et pour la petite minorité de verbes qui se terminent en RE, genre prendre ou vendre, le texte mentionne une manipulation microscopique. Oui, c'est vraiment un détail. On ampute simplement le E final, parce qu'on ne peut pas avoir deux voyelles qui s'entrechoquent comme ça. Ah oui, logique. Donc pour prendre, on retire le E pour obtenir la base prendre, P-R-E-N-D-R-R. Et on ajoute les mêmes terminaisons. Je prendrai. Avec un S. Toujours. Avec ce simple mécano grammatical, le document estime qu'on peut conjuguer à peu près 80% de la langue française au conditionnel. Eh bien voilà, le moment où je deviens un peu sceptique. Ah, pourquoi? 80%, c'est génial. Mais dans les langues, comme dans la vie d'ailleurs, ce sont toujours les 20% restants qui causent 100% des problèmes. Ah, ça c'est la règle d'or de l'apprentissage des langues. Et bingo, la source dresse une liste noire, ou plutôt une liste VIP, de 7 exceptions, incontournables. Les fameux verbes irréguliers. Des verbes totalement irréguliers. Et ce qui me frappe, c'est que ce sont les verbes les plus cruciaux de la vie quotidienne. Absolument. La leçon exige de connaître ces 7 radicaux par cœur, parce qu'ils défient complètement la règle de l'infinitif dont on vient de parler. On y trouve les piliers absolus de l'existence, quoi. Être se métamorphose en ser pour donner je serai. Ah, c'est ça. Avoir devient or pour j'aurai. Aller se réduit à juste ir pour faire j'irai. Et faire se transforme en faire pour je ferai. Et là, il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce point. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que les verbes dont on a besoin absolument tous les jours, pour survivre, pour manger, se déplacer, pourquoi est-ce que ce sont toujours eux qui héritent des règles les plus tordues? C'est vrai que c'est un peu cruel. Surtout les 3 derniers de cette liste, des 7, que la source couronne vraiment comme les rois absolus de la politesse, à savoir pouvoir, vouloir et devoir.
C'est une excellente question. Et si on relie ça à une perspective plus large, l'histoire des langues nous donne la réponse. Ah oui. En fait, plus un mot est utilisé, plus il subit l'érosion du temps. C'est comme un galet dans une rivière. Il s'use, il se déforme dans la bouche des locuteurs à travers les siècles, à force d'être répété. Donc c'est pas juste pour torturer l'apprenant. Pas du tout. C'est au contraire la preuve de leur utilité extrême. Ces trois verbes de modalité, pouvoir qui devient pour R avec deux R, Vouloir qui devient voudrait. et devoir qui devient devrait, ils portent à eux seuls tout l'édifice des relations sociales francophones. C'est fascinant quand on y pense. C'est le fameux passage de je peux avoir l'addition à est-ce que je pourrais avoir l'addition. Une seule syllabe qui change, mais le monde entier de l'interaction bascule. C'est exactement ça. Le document est très pragmatique là-dessus. Il dit oui, il existe d'autres verbes irréguliers comme savoir ou voir. Bien sûr. Mais si on maîtrise au moins ces 7-là, on a les clés de la ville. On peut naviguer dans quasiment n'importe quelle situation sociale sans jamais paraître agressif. Très bien. Donc, on a démonté le moteur, on a vu les pièces recyclées et on a identifié les exceptions. La théorie est en place. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la source nous plonge dans des situations concrètes. C'est bien beau d'avoir cet amortisseur social dans sa poche, mais comment on s'en sert sur la route? En conditions réelles. La leçon met en lumière trois usages principaux. Et le premier, on l'a un peu effleuré, c'est la fameuse politesse pour les demandes. Le classique. Mais le texte donne des exemples qui vont bien plus loin qu'un simple « s'il vous plaît » ajouté à la fin d'une phrase. Oui, l'exemple de la boutique de vêtements est hyper frappant. Entrer et dire au vendeur « je cherche une chemise », c'est perçu comme une déclaration d'intention un peu froide. Très centré sur soi. Voilà, c'est moi et mon besoin. Mais dire « je voudrais voir des chemises », c'est complètement différent. C'est inclure le vendeur dans un processus. On sollicite son aide avec douceur. Et l'exemple du restaurant m'a beaucoup fait sourire, je dois avouer. Ah oui, avec le dessert. Oui, La leçon suggère que pour commander un dessert, au lieu de dire « je veux la tarte aux pommes », on pourrait dire « je verrais bien une tarte aux pommes ». je verrai bien. C'est génial. Je trouve cette formulation fascinante. Ce n'est plus du tout une commande, c'est presque comme si on visualisait mentalement la tarte arriver sur la table. Une petite projection mentale, c'est ça. Et qu'on partageait cette hallucination gourmande avec le serveur pour voir s'il est d'accord pour la rendre réelle. C'est une excellente analyse. En disant « je verrai bien », en fait, on transforme un acte de consommation, tout ce qu'il y a de plus banal, en une espèce de co-construction. On gomme toute hiérarchie entre le client et le serveur. Exactement. Et cette même logique de gommage de la hiérarchie s'applique au deuxième grand usage détaillé par notre source, à savoir le conseil et la recommandation. Ah, alors ça, c'est un terrain miné. Donc oui. Donner des conseils sans passer pour quelqu'un de donneur de leçons ou de moralisateur, c'est un art. Précisément. La source met en opposition deux phrases très simples. Dire à quelqu'un « tu dois arrêter de fumer ». Bam! C'est utiliser une modalité d'obligation dure. Le texte qualifie même cela d'injonction parentale. C'est très infantilisant. Ça braque instantanément l'interlocuteur parce qu'on attaque directement son libre arbitre. Alors que si on glisse vers le conditionnel « tu devrais arrêter de fumer », magie. La friction disparaît. C'est fou la différence. On retrouve cette dynamique dans un autre exemple de l'Alcyon, des amis qui planifient un voyage en Italie. L'un dit à l'autre « tu devrais économiser un peu chaque mois ». Ouais, un bon conseil d'amis. Voilà. Mais si on enlevait le conditionnel pour dire « tu dois économiser », bah ça sonnerait direct comme un banquier qui fait la leçon. Personne n'a envie de partir en vacances avec son banquier. C'est clair? Avec le conditionnel, ça redevient une suggestion amicale, une réflexion partagée. Mais j'ai une question là-dessus. Vas-y. Est-ce que cette douceur extrême, cette manière de toujours arrondir les angles, c'est pas un peu hypocrite parfois, disons, dans un milieu professionnel très tendu? Ne vaut-il pas mieux être direct et efficace? C'est une critique qu'on entend très souvent, surtout de la part de locuteurs venant de cultures plus directes, comme les anglo-saxons ou les germanophones. C'est perçu comme un manque de franchise. Oui, mais la source suggère implicitement que l'efficacité ne réside pas toujours dans la brutalité du message. Le conditionnel réduit la posture défensive de celui qui écoute. Donc ça passe mieux. En d'autres termes, si on dit à un collègue « tu devrais revoir ce dossier », il a l'espace mental pour l'accepter de lui-même, plutôt que de se braquer contre l'ordre de le refaire. L'illusion du choix le rend plus coopératif. L'illusion du choix, c'est un levier social puissant. Très puissant. Et cela nous amène d'ailleurs naturellement au troisième visage de ce temps verbal, celui qui quitte un peu la politesse du quotidien pour entrer dans le domaine de l'imaginaire. Le souhait, le rêve, l'hypothèse. Oui, c'est là que le conditionnel déploie vraiment toute son envergure.
Le texte insiste sur la capacité de ce temps à exprimer ce qui n'est pas, mais ce qui pourrait être. Comme des phrases du type « J'aimerais tellement voyager plus souvent ». Ou ce serait génial de vivre à l'étranger. Et surtout, la leçon s'attarde sur une combinaison grammaticale très spécifique, qui agit, selon eux, comme un déclencheur de conversation intime. Ah, je vois de quoi tu parles. Le fameux combo « si » plus imparfait, suivi du conditionnel. Le Graal. Si j'avais le temps, je lirais plus. L'auteur souligne que maîtriser cette structure, ce n'est pas juste réussir un bête test de niveau B1. Non, c'est bien plus profond. C'est déverrouiller l'accès aux conversations de fin de soirée. Tu sais, celles où on refait le monde avec des potes autour d'un verre. Les fameux « et si on changeait de vie ?» Exactement. C'est l'outil par excellence pour partager ses ambitions, ses peurs, ses espoirs complètement irréels. On voit vraiment comment une simple règle de grammaire s'étend pour devenir une architecture sociale hyper complète. C'est bluffant. Mais justement, il y a un revers à la médaille. Quand un outil a autant de pouvoir sur les relations humaines et la nuance, le manipuler de travers, ça peut causer de vrais dégâts. Ah oui, un accident est vite arrivé. Si c'est si délicat à manier, quels sont les murs dans lesquels l'apprenant risque de foncer tête baissée? La leçon joue d'ailleurs un rôle d'avertissement très clair sur ce point. Elle liste 4 pièges redoutables. On écoute? Le premier est purement phonétique. C'est la confusion à l'oral avec l'imparfait. Le texte décrit la différence de prononciation comme presque microscopique. C'est vrai que pour une oreille non entraînée, c'est dur. L'imparfait, par exemple pour « je parlais », a un son très ouvert à la fin, le « est », alors que le conditionnel « je parlerai » garde la tension du « r » du radical futur et le son est un peu plus fermé. Une différence microscopique à l'oreille, oui, mais c'est un gouffre sur le sens. Ah bah, c'est le jour et la nuit. Si je dis « je parlais », je suis en train de raconter un souvenir. C'est ancré dans le passé, c'est fini. C'est du factuel. Mais si je dis « je parlerai », je suis en train de bâtir un scénario hypothétique. L'interlocuteur peut être complètement perdu si on se trompe de son. Absolument. Et ça, c'est que le premier piège. Le deuxième est visuel et mental. Et il concerne la première personne du singulier. Avec le « je », Oui, c'est l'oubli du fameux petit « s » final, la frontière entre « je parlerai » sans « s », qui est du futur simple. voilà, qui marque une certitude inébranlable, et « je parlerai » avec un « s » qui introduit l'incertitude, la nuance, la politesse. Et la source propose une astuce pour ne plus jamais se tromper à l'écrit, c'est bien ça? Oui, une astuce imparable, c'est de remplacer mentalement le sujet « je » par « nous ». Comment ça marche en pratique? En gros, si le sens de la phrase exige qu'on dise « nous parlerions » avec la terminaison en INONS et qu'on entend distinctement ce son « i » du conditionnel, D'accord. eh bien, il est mathématiquement obligatoire de mettre un S quand on revient à « je parlerai ». C'est un test de vérification mentale très fiable, J'adore ces petits courts-circuits mentaux. Ça sauve la vie dans les mails professionnels. carrément. Et le troisième piège, de mémoire, ça concerne la réalité des faits, l'usage en lui-même. C'est un piège de pure logique. Le document est formel là-dessus. On ne doit jamais utiliser le conditionnel pour exprimer un fait avéré ou une certitude absolue. Ça paraît logique, mais c'est vite fait de se tromper. Dire « je viendrai demain » avec un conditionnel, donc avec un S, n'a de sens que s'il y a une condition sous-entendue. Genre, je viendrai demain s'il ne pleut pas. Exactement. Mais si on est sûr à 100% de venir, utiliser le conditionnel introduit un doute parasite. La personne en face va se dire « attends, il vient ou il vient pas ?» Ça sème la confusion. Ce qui nous propulse vers le quatrième piège, et ça, c'est là que j'ai trouvé l'explication la plus percutante de toute la leçon. Ah, la fameuse règle de la concordance. Le cauchemar des professeurs de français. La source utilise une maxime classique, les si n'aiment pas les ré. On a tous entendu à l'école. En lisant ça, j'ai visualisé le mot si et la terminaison ré du conditionnel comme deux produits chimiques hautement réactifs. C'est une image très juste. Faut pas les mélanger. Voilà. Si on les met dans le même contenant, dans la même partie de phrase, ça explose. C'est une véritable ordonnance d'éloignement grammatical. Une injonction de ne pas s'approcher. Le si de condition et le verbe au conditionnel ont l'interdiction stricte et absolue de se toucher. On dit « si j'avais le temps », jamais l'abomination « si j'aurais le temps Alors, cela soulève une question importante que la leçon ne manque pas d'aborder d'ailleurs. ». Laquelle? C'est que cette explosion chimique, cette erreur du « si j'aurais », en réalité on l'entend assez souvent dans la bouche des locuteurs natifs, à l'oral, dans la rue, au supermarché. Exactement. Tout le monde se souvient de la fameuse réplique du film La guerre des boutons « si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Un grand classique du cinéma français. Mais du coup, pourquoi s'acharner sur une règle que même les locaux ne respectent pas toujours? On pourrait se dire que c'est pas si grave, non?
Parce que, comme le souligne très bien le document, à l'écrit et dans un registre de langue un tant soit peu soigné, cette erreur est considérée comme rédhibitoire. Ça pardonne pas, quoi. Non, ça pique les yeux. Faire la distinction grammaticale entre la proposition subordonnée de condition, qui prend l'imparfait, et la proposition principale de conséquence, qui prend le conditionnel. Oui, si j'avais d'un côté, je ferais de l'autre. Ça montre que le locuteur maîtrise son intentionnalité. Il sait séparer la cause hypothétique de son résultat. C'est une marque de clarté d'esprit. D'accord, donc la théorie est limpide, on connaît les enjeux sociaux, on a vu la mécanique interne, les 3 scénarios d'utilisation, et on a cartographié les champs de mine à éviter. On est armé. Mais bon, entre comprendre une partition de musique sur le papier et jouer du Mozart au milieu d'un restaurant bondé, il y a un monde. C'est le passage à la pratique, toujours le plus dur. Comment est-ce qu'on intègre tout ça au quotidien sans rester paralysé pendant 30 secondes à chercher son radical de futur? C'est là que la source clôture sa leçon sur une note extrêmement pratique et encourageante. L'entraînement du cerveau. C'est-à-dire? L'auteur propose une petite routine, un défi sur une semaine pour développer ce qu'on appelle la mémoire musculaire linguistique. Le principe, c'est de transformer consciemment, chaque jour, 3 phrases directes en phrases conditionnelles. Ah, j'aime bien l'idée. Par exemple, transformer un brutal « je veux » en « je voudrais » au moment de commander. Un direct « tu peux m'aider » en un plus doux « tu pourrais m'aider ». Ou un sec « il faut faire ça » en « il faudrait faire ça ». C'est marrant, ça fait vraiment penser à la correction d'une posture dans un sport. Au début de ce défi, pour quiconque essaye, on doit avoir l'impression d'être lourd, robotique, Complètement. de devoir réfléchir à chaque articulation de sa phrase avant d'ouvrir la bouche. Et le document rassure énormément sur ce point précis. Cette lenteur initiale, cette sensation de ramer, ce n'est pas un échec. C'est bon signe. Ferais-je si je gagnais au loto? Et y répondre à voix haute, tout seul dans sa chambre, pour forcer les terminaisons à sortir. C'est un super conseil. Et j'ajouterais même que ce ralentissement dont tu parles, cette hésitation au début, ça a un bénéfice social caché. Ah bon? Lequel? Quand on cherche son conditionnel, on fait forcément une petite pause. Et faire une pause avant de formuler une demande, c'est déjà en soi une marque de respect. C'est pas faux, oui. C'est montrer à l'autre qu'on pèse ses mots pour ne pas le brusquer. L'hésitation devient presque une politesse. C'est l'essence même de la maturité linguistique, en fait. À ce stade, ce n'est plus la fluidité ou la vitesse de débit qui compte, c'est la justesse du ton. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire si on prend un peu de recul sur cette incroyable leçon? Le grand bilan. On a vu que cet outil n'est pas une simple coquetterie académique pour passer un examen B1, c'est un mécanisme hyper sophistiqué de gestion des relations humaines. Un vrai outil social. Il utilise le futur et le passé pour adoucir le présent, il transforme les ordres en invitations, les leçons de morale en conseils bienveillants, et il permet de rêver à voix haute avec ses proches. C'est un très beau résumé. Le grand message à retenir pour quiconque plonge dans cette source, c'est que la grammaire ici, c'est un acte d'empathie. Ce n'est pas grave si on se trompe, si on oublie un S au début, car comme le dit le texte, l'effort d'utiliser le conditionnel est immédiatement perçu et valorisé par les francophones. L'intention bienveillante transcende la faute technique. Toujours. Exactement. Et d'ailleurs, cela m'amène à une réflexion finale. Une pensée qui nous ramène directement à la terrasse de notre café parisien du tout début de l'analyse. Vas-y, je suis curieuse. On vient de prouver pendant un quart d'heure qu'un simple petit temps verbal, une toute légère modification phonétique, a le pouvoir d'effacer une agression perçue et d'installer un respect mutuel. Oui, on a vu à quel point c'est puissant. Alors, on est en droit de se demander, face à l'immense réputation de rudesse ou d'impolitesse qui circule entre certaines cultures, quelle proportion de ces fameux conflits culturels n'est au fond qu'un tragique accident de conjugaison? Ah waouh, c'est vrai que ça fait réfléchir. C'est vertigineux de penser que la réputation de toute une nation ou l'amabilité perçue de millions de voyageurs étrangers pourrait reposer non pas sur une mauvaise nature humaine, mais simplement sur l'absence cruelle d'une petite lettre S à la fin d'un verbe. C'est dingue. C'est une pensée vraiment puissante à garder en tête lors de la prochaine commande de café en terrasse. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée fascinante au cœur de la mécanique des mots et à très bientôt pour une nouvelle exploration.